Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Joseph Coriat, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous avez ce soir réalisé un document très fort, Nos vies avec Parkinson, qui sera diffusé sur France 5 à 21h05 dans le cadre d'enquêtes de santé. La maladie de Parkinson qui touche près de 300 000 personnes en France, 270 000 très exactement, 25 nouveaux cas chaque année. C'est une pathologie qui est assez complexe, compliquée, vous en êtes vous-même atteint. Oui, et on va revenir avec vous sur ces différents témoignages qui illustrent en fait cette maladie, vivre avec cette maladie, les traitements, les hypothèses des origines. Et vous me disiez qu'il y a de plus l'âge moyen diminue en fait. Je sais parce que vous êtes jeune, vous avez quel âge 42 ans. 42 ans, ça s'est déclaré quand vous en aviez 38. Oui. Et l'âge, on observe une diminution de l'âge des patients atteints par la maladie de Parkinson. Oui, c'est ça. C'est un des clichés qu'on voulait déconstruire avec ce documentaire, c'est que c'est plus du tout une maladie de vieux, de personnes âgées. L'âge moyen de diagnostic de la maladie ne fait que reculer. Là, il est passé sous les 60 ans en France. Ouais, c'est ce que j'ai découvert moi dans le document, parce qu'effectivement on se dit que c'est une maladie qui touche plutôt les gens qui ont plus de 70 ans, et en fait pas du tout. Les témoignages que vous avez, on va en reparler avec vous dans un instant. C'est quoi en fait la maladie de Parkinson pour nos auditeurs? C'est un vieillissement prématuré de neurones qui fabriquent la dopamine. Donc la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui sert à la fois à des fonctions cognitives et à des fonctions motrices. Et évidemment, les premiers symptômes qu'on observe, qu'on voit chez les gens, c'est les symptômes moteurs, parmi lesquels le tremblement ou les raideurs ou la lenteur. Mais il y a bien sûr plein de symptômes cognitifs. Des symptômes d'anxiété, dépression, ce genre de choses, quoi. Et ce qui est dit dans le document au début de votre enquête, c'est que c'est un développement exponentiel aujourd'hui, et c'est bien d'alerter sur le sujet. Oui, c'est ça, 25 000 nouveaux cas chaque année, une explosion des cas en France depuis 20 ans, sans qu'on sache trop pourquoi. Et justement, des hypothèses sur les pesticides, et on va pouvoir en reparler dans un instant. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, hier on commémorait les 80 ans de la libération des camps d'Auschwitz, à l'occasion de se remémorer l'horreur des camps nazis avec les témoignages des survivants. Alors pour que les jeunes n'oublient pas, je voulais vous présenter quelque chose de différent ce matin. Vous savez que j'aime bien fouiller un peu une info différente dans le zapping. Et ben ils ont lancé une application de géolocalisation. Vous pouvez avec cette application regarder si vous avez un témoin d'Auschwitz autour de vous, et quand vous cliquez, eh bien vous avez un témoignage de quelqu'un qui a soit connu les camps ou qui a eu un parent qui ont été dans les camps. C'est une explication et une découverte de cette initiative sur BFM. Cette application localise des témoignages de rescapés de la Shoah. La Shoah, c'est 6 millions de juifs tués par le régime nazi, et pourtant près d'un jeune sur deux n'en a pas entendu parler ou ne sait pas vraiment ce que c'est. L'application est très simple, elle fonctionne à partir de la géolocalisation et permet de se balader sur la carte pour voir si une personne proche de vous a témoigné. Il y a 3 ans, j'entends hurler, j'ouvre la fenêtre, il y avait un défilé, on criait « mort aux juifs ». L'objectif, c'est que les gens réagissent enfin quand on s'attaque aux juifs. Et ce n'est toujours pas le cas. Dire aux jeunes, ne laissez pas passer, en fait. Ne faites pas partie de ceux qui laissent harceler celui d'à côté, pour quelle que soit la raison. C'est une application assez incroyable. Je l'avais noté et je ne l'ai pas ramené, mais je vous dirai ça après la pub, c'est promis. Hier, François Bayrou était sur LCI. Il s'est montré particulièrement touché par la mort de Elias, 14 ans, tué pour un portable. Il a annoncé en direct sur LCI un projet de loi pour renforcer les crimes des mineurs. Cette proposition de loi, elle consiste à faire que 16 ans, 17 ans, avant d'être majeur, vous puissiez être jugé dès l'instant que vous faites des actes graves, vous puissiez être jugé immédiatement dans les 48 ou 72 heures qui viennent. Pour être très concret, c'est une responsabilité pénale supplémentaire qui sera introduite pour certains types de mineurs. C'est une responsabilité et c'est la possibilité de juger immédiatement. Vous savez bien que lorsqu'un mineur commet un acte comme cela, vol, violence, aujourd'hui ces jeunes ont pour la plupart le sentiment que de toute façon il leur arrivera rien. Si le jugement traîne 6 mois, 8 mois, le sentiment d'impunité est renforcé.
J'imagine que vous On va en reviendrez avec parler, vos évidemment. débatteurs dans la deuxième partie à 11h, 10h45 sur Sud Radio. De son côté, vous avez vu comment j'ai fait ça en chantant? Très bien, ouais. De son côté, Gérald Darmanin a annoncé la création d'un parquet national d'anticriminalité avec 150 magistrats pour lutter contre le narcotrafic. Mais alors seulement, Valérie, les deals de nos jours ne se font plus forcément au bas des immeubles. Un reportage incroyable de France 2 hier. Les supermarchés de la drogue sont sur vos applis les plus populaires. TikTok, entre autres. Vous pouvez acheter de la drogue comme dans un supermarché. Ouais. Sur les applis, c'est plus du tout en bas de chez vous. Et si le plus gros point de deal n'était plus au coin de la rue, mais sur n'importe quel téléphone? Sur TikTok, Snapchat, Telegram, nous avons plongé dans ce qui s'apparente à un gigantesque supermarché numérique de la drogue. Notre enquête démarre sur cette publicité diffusée sur le réseau Telegram. Chez nous, vous trouverez des produits de haute qualité en provenance des 4 coins du monde sans même vous déplacer. Une voix professionnelle et rassurante. Vente des produits de qualité. Une livraison rapide. Tous les codes du commerce légal sont là. Pourtant, nous sommes sur une boutique de vente en ligne de stupéfiants. Des groupes comme celui-ci auxquels on s'abonne en un clic, nous en avons identifié des centaines. Sous le nom de Coffee, référence au coffee shop d'Amsterdam, où la consommation de cannabis est légale. Les trafiquants proposent, vidéo à l'appui, quantité de drogues différentes. Cocaïne, kétamine, cannabis. Comme sur un menu, les prix sont affichés. Les horaires de livraison à domicile clairement indiqués. Un système de carte de fidélité récompense même les clients réguliers. C'est dingue. Vous continuez à travailler malgré la maladie? Oui, parce que j'ai la chance d'avoir une évolution assez lente pour l'instant et une maîtrise de mes symptômes grâce au traitement médicamenteux. Donc oui, je continue à travailler normalement. Et vous vous intéressez à tous les types de sujets, tous les types d'enquêtes? Oui, bien sûr. Ouais. Même si j'ai longtemps travaillé dans des émissions de plateau, en télé, mais je m'intéresse à tous les sujets d'enquête. Alors, un autre témoignage fort, celui d'Édouard Philippe dans Bonjour, qui est revenu sur la future loi sur la fin de vie. Alors, il est imprégné par sa propre expérience avec son père. On comprend qu'il l'a aidé à mourir, mais pour lui, il a témoigné de la difficulté de faire une loi qui généralise tous les cas. Je suis pas sûr d'avoir la vérité. Je sais ce que je pense. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce qui s'est passé quand mon père était en train de mourir. Je sais ce qu'il m'a demandé. Je sais tout ça. Je l'ai vécu. Ça n'est pas parce que je crois quelque chose, ou même parfois parce que je fais quelque chose, que je suis certain que c'est l'équilibre qui devrait être celui de la loi. Autant j'ai une conviction intime sur le fait qu'il peut y avoir, et il peut être normal, et il peut être sain, d'aider à mourir quelqu'un, autant je trouve que l'inscrire dans la loi pose des problèmes qui sont redoutablement complexes et qu'il faut entendre. Vous en pensez quoi de la fin de vie? Je pense que, comme vient de le dire l'ancien Premier ministre, c'est très compliqué de légiférer parce que chaque cas est différent. C'est ça qui rend la proposition de loi très difficile à écrire et à faire voter. Ce que disait, trou de mémoire, dimanche soir sur TF1, l'ancien directeur des sports de Canal+, Charles Bietri, il disait que ce chiffre m'a frappé, 90% des gens qui se sont inscrits pour aller en Suisse abréger leur souffrance et leur vie n'y vont pas. En fait, ils sont inscrits, mais il n'y en a que 10% au final qui réellement passent à l'acte. Pas forcément machine arrière, les 90%, en fait, il n'y en a que 10% qui y vont, et les 90% autres, en fait, sont des gens qui soit ont bénéficié de soins palliatifs, soit sont décédés avant, soit ont bénéficié d'une aide directe, mais je trouve que le chiffre est énorme. C'est 90% des gens qui ne vont pas en Suisse. C'est assez considérable. Ça veut dire qu'effectivement, on peut avoir cette volonté et puis changer d'avis au fur et à mesure de l'évolution d'une maladie. C'est ça, dans le cas des maladies neurodégénératives, comme vous parlez de la maladie de Charcot, je peux parler de Parkinson. C'est vrai qu'il y a une variété de cas qui ont ces maladies, le traitement de ces maladies très complexes. Il y a quelques années, on nous parlait à propos de l'autisme, de spectre autistique, pour parler de ces cas très différents. Je pense qu'on peut parler de la même façon de spectre parkinsonien. Absolument. Et quand on vous annonce la maladie, c'est quelque chose qui vous vient en tête de finir votre vie, ou vous avez eu plutôt le réflexe de dire je vais me battre et je vais lutter? Oui, j'ai pas du tout de pulsion de mort ou quoi que ce soit, puisque je sais que c'est une maladie avec laquelle on peut vivre un certain nombre d'années à peu près normalement.
quand on trouve le bon dosage avec les médicaments, il y a ce que les médecins appellent la lune de miel, même si les choses finissent par se gâter inexorablement. Mais je considère que oui, que les progrès de la recherche et l'espoir transmis par tout ce qui se passe en France et dans le monde permet de continuer à vivre et de penser avec optimisme à l'avenir. Et on voit dans votre documentaire qu'on va pouvoir voir ce soir sur France 5, effectivement des cas aujourd'hui, des applications médicales qui font qu'on peut grandement améliorer en allant toucher dans le cerveau directement la partie défaillante. Oui, la stimulation cérébrale profonde, quand on est allé filmer, notamment à Rouen. Valérie, c'est ça, Cathy, oui. Alors Joseph, n'ayez pas peur. Je sais que ce soir, il y a des pièces jaunes et que c'est en face de vous. Ne vous inquiétez pas, il y a le replay de France.tv et on va tout faire pour que votre documentaire soit vu parce qu'il faut qu'il soit vu, parce qu'il est fort et que votre témoignage ici est aussi fort. Mais que voulez-vous, c'est le zapping. C'est un concert incroyable que va diffuser ce soir France 2. En effet, autour de la première dame, de nombreux stars ont répondu à l'invitation de venir chanter pour les pièces jaunes. Un concert qui permet chaque année de récolter des fonds pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. Alors ce soir, il y a une star incroyable qui est venue chanter. Vous savez qui c'est? Oh là là. Katy Perry. Bah vous voyez que vous suivez l'actualité, Katy Perry. Sinon les autres je les connais pas. Non, comme vous êtes Valérie. Vous voulez dire quelque chose? Non, je me méfie beaucoup de Katy Perry en face de mon documentaire, effectivement. Donc voilà. Mais notre réalisateur a assisté à l'enregistrement. C'était très bien. Il m'a dit avec beaucoup de coupes. C'était un peu long. L'enregistrement. L'application s'appelle Les Derniers. On en a parlé hier. On en a parlé hier avec Alexandra Spinner parce que la région Île-de-France a énormément contribué à ce que cette application, mais elle nous l'avait moins bien expliqué que vous, si je puis me permettre. Ah, c'est gentil. Voilà. Les Derniers. Donc vous allez sur les applis. C'est une application. C'est pas un site, c'est une application. Vous allez sur Google et vous trouvez Les Derniers. Voilà, vous trouvez Les Derniers. C'est tout à fait intéressant. On se retrouve dans un instant. Avec Joseph Corriat pour parler de cette enquête de santé ce soir, nos vies avec Parkinson. Et dans le communiqué de France Télévisions, c'est sous-titré La moins connue des maladies connues. Et c'est pour ça que ce document est très important. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, journaliste, et ce soir, vous pourrez voir son enquête dans le cadre d'enquête de santé sur France 5 à 21h05, Nos vies avec Parkinson, la moins connue des maladies connues. Effectivement, on a une image de personnes plutôt âgées, prises de tremblements, et en fait, on découvre un certain nombre de témoignages de personnes qui sont plutôt jeunes. Vous êtes jeune, vous également, vous avez 42 ans, vous avez été touché par la maladie, diagnostiqué alors que vous n'aviez que 38 ans. Ça touche 270 000 en France. 25 nouveaux cas se déclarent chaque année. Je vous propose d'écouter le début du document qui va vous donner une idée un peu du ton de ce que vous pourrez voir ce soir. C'est la bande-annonce, oui. Moi, c'est Joseph. Je suis journaliste, auteur. J'ai alors 38 ans et on m'annonce que j'ai la maladie de Parkinson. Quels sont vos symptômes aujourd'hui? J'ai du mal à me concentrer, beaucoup de fatigue. Tous les gestes me demandent un effort. C'est la moins connue des maladies connues. Il y a une explosion des cas en France et dans le monde. On ne sait pas la guérir, mais on peut mieux vivre avec. On appelle ça la stimulation cérébrale profonde. Ça change la vie. La maladie continue d'évoluer, mais peut-être plus doucement. Nos vies avec Parkinson. Un documentaire suivi d'un débat en direct dans Enquête de santé, présenté par Marina Carrère d'Ancos, mardi soir dès 21h05 sur France 5 et sur la plateforme France.tv. Alors vous dites que vous avez voulu ce document pour faire témoigner des gens plutôt jeunes, c'est ce qu'on voit dans le document, et déconstruire un peu les clichés sur cette maladie. Oui, voilà, c'est l'objectif qu'on a poursuivi avec mon complice Guillaume Leblond. C'était déconstruire ces clichés sur la maladie. Donc j'en ai parlé tout à l'heure sur l'âge. Sur l'âge moyen des malades, mais aussi sur tous les symptômes, puisqu'on réduit cette maladie au tremblement. Alors que France Parkinson dénombre pas moins d'une 60aine de symptômes. Nous, on en décrit à peu près une vingtaine dans le documentaire.
Et tous ces symptômes, il faut les faire entendre au grand public. Quels sont-ils, justement quels sont les symptômes, mis à part le tremblement, qu'on ne voit pas et qu'on n'imagine pas avec Parkinson? Au niveau moteur, il y a tout ce qui est raideur musculaire, perte de la motricité fine, lenteur générale. Il peut y avoir ce qu'on appelle les freezes après, c'est-à-dire on bloque quand on marche. En fait, tout ce qu'on fait de manière inconsciente parfois, marcher ou lever le bras ou saisir des objets peut s'avérer terriblement compliqué. Et puis après, il y a de nombreux moteurs, il y a de nombreux symptômes cognitifs qui vont de l'anxiété à la dépression, et parfois même des hallucinations dans des cas très sévères. Comment le diagnostic est fait? Est-ce qu'il est fait par une simple prise de sang ou pas? Non, il est fait principalement par la description de symptômes. D'accord. Et même l'IRM ne suffit pas à établir un diagnostic. Et c'est vraiment par l'observation de symptômes et la répétition de questionnaires et de tests cliniques pour arriver au diagnostic. Et après, les patients, chaque fois qu'ils voient leur neurologue, ils évaluent l'évolution de leurs symptômes. Mais dans votre cas, ce sont vos proches qui vous ont dit, qui vous ont alerté? Et vous n'en aviez pas conscience d'avoir ces tremblements? C'est-à-dire qu'au début, j'y faisais pas beaucoup attention. Je prenais ça comme de la fatigue musculaire ou de la fatigue tout court. Et après, c'est vrai que j'ai rapidement fait le lien. Et après, j'ai réinterprété des symptômes plus anciens, comme une raideur à la jambe gauche quand je cours, et des crispations aux pieds, et que j'ai réinterprété comme des symptômes. Comment ils ont réagi, les personnes que vous avez appelées, pour leur dire j'aimerais vous rencontrer et parler de vous et vous mettre à l'image, sachant que ça peut être compliqué d'être à l'image quand on a Parkinson ou communiquer sur le fait qu'on est malade? Oui, parce que c'est souvent une maladie dont on a honte et où il y a une certaine période de déni. Ce qui rend parfois le diagnostic plus difficile d'ailleurs. Mais en l'occurrence, c'est des personnes, certains je les connaissais déjà, puisque ce documentaire, je l'ai écrit il y a quelques mois avant de le proposer à France Télé. Et par le réseau France Parkinson, j'en ai connu comme Guillaume et Anthony, les plus jeunes qu'on voit dans le documentaire, ou Bertrand. Et ce qui m'intéressait chez eux, c'est au-delà de leur condition de malade, c'était l'espoir qu'ils transmettent en faisant des choses parfois incroyables. C'est qu'on vit avec la maladie, qu'il y a différentes formes, différentes atteintes, différentes progressions, mais que ces gens-là gardent une vie à peu près normale. Oui, en tout cas, il ne se laisse pas abattre. Par exemple, Bertrand qui ouvre et qui ferme le documentaire, il a réalisé son rêve qu'il avait depuis 40 ans. Il voulait faire un tour du monde à la voile, il n'avait jamais pu le faire. Mais finalement, il a attendu d'avoir Parkinson pour faire son tour du monde. Donc c'est assez incroyable. Et il a une force incroyable. Ce témoignage est assez fort parce que il montre que il veut aller au bout de son rêve. Il ne veut pas mourir avant que son rêve soit réalisé. Oui, tout à fait. Oui. Parmi les hypothèses donc, de la maladie, on ne sait pas énormément de choses sur cette maladie, sur les origines en fait. Donc il y a des hypothèses qui sont émises. On le voit dans le documentaire sur certaines régions où il y a plus de Parkinson que dans d'autres. Et on parle des pesticides. C'est une des pistes. Oui, tout à fait. C'est une maladie qui est multifactorielle avec le vieillissement évidemment comme principal facteur puisque les cellules périssent et donc ne fabriquent plus de dopamine. Il y a aussi le facteur génétique mais seulement pour 10-15% des cas. Et effectivement, une des explications de l'explosion des cas de Parkinson en France et dans le monde ces 20 dernières années, c'est l'exposition aux pesticides, que ce soit pour les agriculteurs qui les manipulent, que pour les riverains et donc les populations tout entières. Mais vous n'avez pas été exposé aux pesticides, si? A priori non, mais comme il y a d'autres pistes qui sont évoquées comme les perturbateurs endocriniens ou même la pollution atmosphérique, j'ai pu être exposé à tout ça. En fait, on est tous exposés à des cocktails de produits toxiques et on a beaucoup de mal à évaluer lesquels pourraient être en partie ou complètement en cause dans Parkinson. Parce qu'on a reçu, la semaine dernière, on a reçu quelqu'un sur un documentaire, pour France 2 d'ailleurs, sur les compléments d'enquête sur les PFTOS. Enfin, c'était en PFAS. Les PFAS, Et donc ça peut avoir un rôle? Oui, tout à fait. Ça peut avoir un rôle aussi. Ça peut donner Parkinson? Oui, je pense que c'est une des pistes qui est explorée aussi. Ouais. Il y a les sportifs aussi qui sont souvent, enfin les footballeurs, les boxeurs. Il y a eu Mohamed Ali. Ça fait partie des pistes pour en avoir discuté avec justement des médecins du sport. C'est-à-dire que ces coups sur la tête répétés semblent être aussi une des pistes, en tout cas pour ceux qui pratiquent ces sports-là. Oui, ça rend les diagnostics encore plus complexes pour cette maladie. Il y a même des pistes qui vont vers le système digestif. Alors que c'est une maladie neurologique.
Ouais. Donc vous voyez, c'est ça qui rend cette maladie très complexe très compliqué à analyser. Alors Ouais. il y a de l'espoir malgré tout, il y a de la recherche qui est faite et il y a cette stimulation cérébrale qui donne des résultats. Oui, complètement. C'est une technique qui est arrivée en France déjà il y a un certain nombre d'années, il y a plusieurs dizaines d'années, mais qui ne fait que s'améliorer. Et même si elle concerne que 15 à 20% des malades, puisque les critères d'éligibilité sont très stricts. Quels sont les critères justement? Mais il faut arriver à un stade avancé de la maladie, que ce soit au niveau des symptômes très très handicapants ou des effets secondaires des médicaments qui peuvent l'être tout autant. Et il faut aussi ne pas avoir de troubles cognitifs trop importants. Et après, il y a d'autres critères que je pourrais pas vous lister ici. Oui, mais il y a des critères très précis. C'est pas accessible à tout le monde, ni à tous les cas. Mais en tout cas, ça donne des résultats. On voit une jeune femme qui elle a eu cette stimulation et qui vit à peu près normalement. Oui, complètement. Vous parlez de Valérie, ouais. qu'on a rencontrée, qui a eu une stimulation cérébrale profonde il y a 2 ans, qui était très très gênée par ses symptômes. Et nous, quand on l'a rencontrée, c'était assez incroyable. On aurait dit qu'elle n'en avait aucun. Ouais. Et du coup, quel est votre espoir à vous? Moi, pour l'instant, j'en suis pas là, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai une évolution assez lente donc des symptômes pour l'instant que j'arrive à gérer. Mais c'est sûr que ça fait rêver ce genre de technique. D'autant qu'il y a d'autres types d'opérations qui vont arriver, notamment par ondes. Il y a déjà eu en Australie, par exemple, l'été dernier. On n'a même plus besoin d'ouvrir la boîte crânienne pour aller stimuler la zone impliquée dans la maladie de Parkinson, qui est la substance noire. Alors, on le voit moins dans votre documentaire, mais j'imagine que pour l'entourage, c'est aussi quelque chose de terrible quand la nouvelle tombe et qu'il faut qu'ils apprennent à vivre avec quelqu'un qui a Parkinson. Oui, il faut. On parle beaucoup ces derniers mois des aidants en France. Ben là, on est complètement dedans avec Parkinson aussi. Bon, on le voit avec l'épouse de Bertrand en début du Oui, absolument. Ou avec la sœur de Cathy, la dame qui va se faire opérer du cerveau dans le documentaire. C'est parfois très compliqué à gérer, puisqu'il y a des périodes où, comme je vous le disais, où il y a la lune de miel, où le patient va à peu près bien, et puis tout d'un coup ça peut fléchir. Il peut y avoir des jours où c'est complètement le désastre au niveau des symptômes, et d'autres jours où ça va beaucoup mieux. C'est très compliqué. Est-ce que la France fait assez de choses pour les malades de Parkinson? Alors oui et non, il n'y a pas de grand plan national consacré à Parkinson en particulier. Il y en a beaucoup sur les maladies neurodégénératives en général. Après, la recherche ne fait que progresser et on a de la chance en France d'avoir des centres experts Parkinson dans les CHU qui sont très performants et qui améliorent les techniques d'année en année. Nous, c'est ce qu'on a pu constater au CHU de Rouen, par exemple. Ouais. Et aux États-Unis ou dans d'autres pays, vous évoquiez l'Australie, il y a des techniques qui sont prometteuses ou des médicaments, parce que les médicaments sont importants aujourd'hui aussi dans le traitement. Oui, là aussi, ça ne fait que progresser, que ce soit les médicaments, la neurochirurgie. Il y a aussi des pompes à dopamine qui permettent de donner de la dopamine en continu toute la journée, qui ressemblent un peu à des pompes à insuline, si on veut schématiser. Et là aussi, c'est une piste de recherche et d'amélioration du quotidien des malades qui est très sérieuse. Oui, on peut citer Michael J. Fox, qui a atteint la maladie de Parkinson et qui a fait beaucoup de choses pour la maladie et qui n'a pas hésité à assumer. Oui, qu'il a eu très jeune. Oui, il l'a eu très très jeune. Oui, il l'a eu à 30 ans. Oui. Comment on explique le rajeunissement des patients? Il y a une raison toute bête statistique, c'est qu'on le diagnostique mieux. C'est ça, c'est toujours la question. Et après, c'est quand même bien mystérieux. Tous les neurologues que j'ai pu interroger, même en off, dans mes rendez-vous médicaux, ils ont du mal à l'expliquer. Est-ce que c'est transmissible Héréditaire, voilà. Dans 10 à 15% des cas, on le soupçonne. D'accord. Mais sinon, non, c'est pas une maladie héréditaire. Alors, un auditeur me dit, l'IA, l'intelligence artificielle, va permettre une évolution notable de la recherche. Par exemple, pour Alzheimer, c'est le cas. On a vu qu'il y avait eu des avancées. Pour Parkinson aussi, on peut avoir cet espoir-là. Oui, notamment dans le cadre de la neurochirurgie. Là, dans l'opération qu'on filme, le neurochirurgien est aidé d'un robot. Mais à l'avenir, il pourra être aidé aussi de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est la même famille ou pas du tout, Alzheimer et Parkinson, ou est-ce qu'il y a des choses en commun? Il y a une chose en commun, c'est que, j'espère ne pas dire de bêtises, c'est neurodégénératif et tout se passe au niveau de la substance noire dans le cerveau.
En tout cas, c'est un document à voir ce soir. C'est pas triste pour ceux qui vont dire maladie de Parkinson. C'est des témoignages, c'est des témoignages très humains, très très concrets en fait de la vie de ces gens, et ça laisse qui ont envie de vivre et de se battre. Et ça ouvre, je trouve moi en tout cas, beaucoup de portes et d'espoir pour les malades de Parkinson. Bah, c'était l'objectif, l'objectif du documentaire avec Guillaume Leblanc. Ouais. En tout cas, ce soir 21h05 sur France 5, enquête de santé, nos vies avec Parkinson, suivi d'un débat et c'est sur France.tv. Oui, France.tv. Vous pouvez d'ores et déjà, je crois, le voir, et ce sera en replay, évidemment, sur la plateforme de France.tv. Merci à vous d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va parler d'un autre documentaire formidable sur Jacques Villeray. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Ganzmann. Sud Radio, le supplément média. Avec vous sur Sud Radio toujours, et le supplément média avec vous, Christophe Duchiron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juste Duchiron. Hein? Non, juste Dieu, parce que juste Leblanc. Oh là là. Bien. C'est fatigant, hein, des fois. Dès le matin. Comme Jacques Villeray. Soirée spéciale Jacques Villeray ce soir sur France 3, la soupe aux choux à 21h05. Et un document vraiment incroyable. Jacques Villeray, drôlement tragique. On vous a dit tout le bien qu'on en pensait quand vous êtes entré, parce que la réalisation était exceptionnelle. Vraiment, j'emploie le mot à dessein. On est happé dès les premières images par ce Jacques Villeray. D'abord qu'on voit plus si souvent que ça. Ce sont pas des films qui sont rediffusés de façon fréquente, et donc vous avez fait ce portrait drôlement tragique, parce que c'est un personnage tragique et drôle à la fois. Comment vous est venue l'envie, l'idée de faire ce doc sur ce personnage incroyable? Eh bien, c'est une proposition de mon camarade, compère et complice Gilles Berthaud, qui est producteur. Et en fait, tout de suite, ça fait écho en moi, parce que d'abord, Jacques Villeray est un personnage de mon enfance. Voilà, je me souvenais de ses sketchs que j'aimais beaucoup. Et c'est un personnage drôle chez qui, même quand on est enfant, je pense, on voit poindre une certaine mélancolie derrière ce personnage. Et puis j'ai découvert ensuite que c'était un personnage d'une grande complexité, un personnage avec des tourments, un personnage qui avait la politesse de nous faire rire, alors qu'on savait très bien qu'au fond de lui-même, tout était noir. Donc il était malheureux, mais il arrivait à faire rire. Oui, alors ça, c'est un grand classique. Il y a beaucoup de grands comiques qui ont un soleil noir, qu'ils ont en eux. Alors je dirais quand même que chez Villeray, le soleil était très noir, et ce qui est dingue, c'est qu'il a essayé de s'en sortir tout le temps. Il était très entouré, il avait des amis, mais les amis étaient désemparés face à son désespoir. Et il en est mort à 53 ans, il y a 20 ans, jour pour jour. 53 ans, j'ai redécouvert ça en regardant le documentaire hier. Je me souvenais pas qu'il était mort si jeune. Un physique de Monsieur Tout le Monde, qui effectivement n'avait a priori pas beaucoup de chance de réussir. Et pourtant, ça a été une carrière assez exceptionnelle et qui était assez inattendue quand même. Oui, alors petit gros rondouillard. Alors tout à fait. D'abord, faites attention. Jacques Villeray. Non, attention. Les rondeurs sont magnifiques. Mais oui. Alors vous y allez. Non, mais l'histoire de Villeray, d'abord, il vient d'un milieu modeste. Voilà. Donc, il a pour lui une envie très forte, une volonté incroyable qui le prend dès l'enfance, c'est de devenir comédien. Et c'est une volonté qui va le mener jusqu'au conservatoire, avec une inconscience. Il pense pas que c'est compliqué, lui, de devenir comédien. Il pense pas que c'est compliqué d'entrer au conservatoire. Le conservatoire, je crois que c'est 700 ou 800 candidats, il le dit dans le film, et on prend 14 filles et 14 garçons. Donc Mais il y a une noirceur dans le personnage, une tristesse, une mélancolie qui est là et qui est vraiment ce qui fait ce personnage si complexe, qui est à la limite de la folie, dit Lelouch même à un moment. Oui. Alors bon, malheureusement pour lui, la mélancolie se teintait de noir.
Et le noir l'amenait à l'alcool. À l'alcool, c'est ce qu'il a perdu. Mais il y a aussi eu un point de bascule que vous racontez dans le film, que je ne savais pas, et qu'on va découvrir tout au long du film, c'est qu'il a un amour fou pour son père, il vit une enfance formidable avec son père, ils sont cul et chemise, et puis un moment, on apprend que c'est pas son père. Voilà, alors donc ça c'est le point de bascule en fait. Évidemment, alors il faut pas faire de psychologie, de psychologie de comptoir, exactement. En tout cas, c'est un choc. Comme vous l'avez bien dit, il vit une enfance idyllique, simple, une enfance heureuse en Touraine, à Loches, puis à Tours. Voilà, c'est une enfance avec des copains. Il a déjà son physique de petit rondouillard, mais il fait rire tout le monde. C'est vraiment une famille vraiment aimante. Et puis, il apprend, à l'âge de 14 ans, que son père n'est pas son père. Et évidemment, c'est une déflagration, mais il va faire une chose, ça j'en ai parlé avec sa sœur Ghislaine, il va mettre ça dans sa poche avec un mouchoir par-dessus. Ouais. Et il va refuser, même quand il sera adulte, explicitement en tout cas, d'en faire la cause de son malheur. Ouais. Ouais. Il a un fils. Quel rapport avait-il avec lui? Son fils a publié le manuscrit corrigé du dîner de cons. Quel rapport il avait avec son fils? Alors, biologiquement, ça n'est pas son fils. C'est le fils de sa première femme. D'accord. Voilà. Mais avec qui il s'entendait très bien. Voilà. Donc lui n'a pas eu d'enfant. Donc lui biologiquement n'a pas eu d'enfant, mais il a élevé ce fils avec beaucoup d'amour. Ouais. Alors, on découvre quand même que sur la fin de sa vie, il joue tout le temps bourré sur scène. Alors, c'est vrai que... Et c'est une force incroyable, hein, d'ailleurs. Ça m'a fait penser un peu à Claude Nougaro qui arrivait à tenir 2 heures de concert et s'effondrer après le concert d'un coma éthylique. Et lui, c'est un peu la même chose. Oui, alors c'est une force, mais quand même peut-être une faiblesse, parce que d'abord ça l'a empêché de jouer parfois, et c'était très gênant, si vous voulez. Il y a des représentations qu'il n'a pas pu assumer. Au dernier moment, on annulait. Voilà, il y a des répétitions auxquelles il n'est pas allé. Donc c'était quand même l'alcool lui a quand même compliqué la vie, ou il s'est compliqué la vie avec l'alcool. Est-ce que les films lui faisaient du bien, demande un auditeur? Oui, alors ça c'est Jacques Weber, je trouve, l'a bien expliqué dans le film. Le territoire du bonheur pour Villeray, c'était le territoire de l'acteur. Voilà. Ouais. Et quand on joue, et je pense, si vous voulez, que, alors encore une fois, sans faire de psychologie, je pense qu'il y a un lien, si vous voulez, entre le fait d'être devenu acteur. Ça lui a permis d'oublier ses tourments, d'où il venait. Les difficultés qu'il a eu à rencontrer son père biologique, une rencontre qui était très dure, hein, vous le racontez, on va laisser les auditeurs le découvrir. Voilà. Mais ils se disent rien, quoi. Oui, c'est presque glaçant, d'une certaine manière. C'est un rendez-vous manqué d'une grande tristesse, mais en tout cas, oui, c'était un type qui était heureux sur un plateau. Et alors, il y a une chose aussi, je voudrais quand même insister, parce que finalement, on n'en a pas parlé depuis le début. C'était un acteur extraordinaire. Voilà. Et ça, vraiment... Oui, c'était pas simplement l'idiot du film du dîner de cons, quoi. Ah non, pas du tout. Enfin, alors, après, il faut pas confondre le rôle bien sûr. Et le personnage qu'il était, parce que je peux vous dire qu'il était tout... sauf bête, c'était un type d'une immense culture. Ça, vraiment, ses copains me l'ont dit. Et puis, il faut beaucoup de talent pour jouer un abruti. Il faut beaucoup de talent pour jouer un abruti, exactement. Mais c'était vraiment un acteur remarquable, avec beaucoup de sensibilité. Non, c'est vraiment... On voit l'émotion, d'ailleurs, de Patrice Lecomte. C'est dès le début. Hein, c'est assez fort. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis que la réalisation est remarquable, parce que on s'attend dans ce type de document à « il était formidable, il était génial ». Et on voit la douleur presque de Patrice Lecomte dans sa première intervention, où il est désespéré presque de cette souffrance que pouvait exprimer Jacques Villeray. Oui, parce que je pense que des réalisateurs proches, comme l'était Lecomte, ou des amis, étaient désemparés. Oui, je Jacques crois Weber aussi l'exprimait assez bien. Jacques Weber, très bien. Il le connaissait à la fois très bien, et il n'arrivait pas à le sortir de ce qui faisait son malheur. Et puis, on verra à la fin un appel tragique où il appelle sa mère et sa sœur pour lui dire « il me reste que quelques chaussettes et un slip ».
Oui, alors son divorce a été extrêmement douloureux. Ça a été pour lui, alors voilà, ça s'est doublé de problèmes avec le fisc considérables. Ouais. D'où cette réplique, en effet, voilà, il me reste plus qu'un slip et des chaussettes. Ça l'a emmené très loin. Sa famille était obligée de le faire interner pendant un temps et ça a précipité un peu plus son malheur. Et puis on peut dire aussi que il a fait des films. Moi, je me rappelle de L'été en pente douce, qui était pour moi une vraie performance d'acteur. Et là, pour le coup, il était dans le domaine de la tragédie et il était incroyable dans L'été en pente douce. Oui, parce que là, il exprime toute sa sensibilité. Alors, ce qui est intéressant, juste dans L'été en pente douce, c'est que le personnage de Mo qu'il interprète, en fait, il s'est inspiré de copains qu'il avait dans le Jura. En fait, il a tourné un film avec Jean-François Stévenin qui s'appelle Passe-Montagne, où il est totalement étonnant parce que très différent, il est un peu monolithique. Et là, il s'est pris d'amitié avec des gars du coin qu'il retournait voir tout le temps. Et c'est vraiment des amis. Et un de ses amis avait un pull orange. Il avait un caméscope, Villeray, il filmait, il a filmé ses copains, et c'est exactement le pull orange que vous voyez dans le film, c'est le pull orange de ce copain qui était un peu simple d'esprit, mais qui en même temps, il avait une vraie tendresse, Villeray, pour ces gens-là. C'est un document incroyable, avec Jean-François Stévenin. Moi, j'ai mis du temps même à le reconnaître, et j'ignorais l'existence de ce film. Oui, c'est un film remarquable de Jean-François Stévenin, où Villeray est très silencieux, à la demande de Stévenin. Et il a une présence dans ce film, finalement, il y a une absence de dialogue, il y a une immense présence de Villeray. Et ça m'amène aussi à une réflexion que fait Jacques Weber dans le film, c'est que, d'une certaine manière, la carrière de Villeray peut laisser des regrets. Il manque, dit Weber, quelques très grand film. Et je crois qu'il n'a pas tort. Alors évidemment, il manque des films parce que c'est aussi quelqu'un qui est mort prématurément à 53 ans. C'est à découvrir ce soir sur France 3, soirée spéciale Jacques Villeray, La soupe aux choux à 21h05 et à 22h45, votre documentaire Jacques Villeray, drôlement tragique, évidemment disponible sur le replay de France Télévisions. France.tv, regardez vraiment, c'est c'est un film, c'est plus qu'un documentaire, c'est un vrai film sur cet acteur qui nous a tous touchés. Je crois qu'on a tous aimé ces films et aimé cet acteur assez singulier quand même dans le paysage cinématographique français. Merci à vous, Christophe Duchiron. Merci d'avoir été avec nous. Et dans un instant, les débats. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.